Alors, on s'intéresse cette fois-ci non pas à la journée particulièrement, quoi qu'elle démarre le 2, mais on parle de semaine de l'architecture et on reçoit un invité sur le plateau pour en parler. Oui, on parle donc de cette thématique avec notre invité, monsieur Eliezer Mukubongo. Voilà, Goma, qui est urbaniste et paysagiste. On reviendra bien évidemment sur l'architecture de façon générale, mais c'est la semaine, hein, comme tu pouvais le dire. Alors nous sommes dans la continuité. C'est encore un plaisir de vous recevoir. Samba à vous, monsieur. Samba, Bienvenue. Merci. On commence avec les définitions pour bien comprendre et cerner le sujet. L'architecture, c'est quoi? On sait que ça a trait à la construction, surtout en ce qui me concerne, surtout les grands immeubles, les représentations vraiment hors du commun. Mais c'est quoi concrètement l'architecture? Alors, l'architecture, c'est cet art, cette science d'être capable de concevoir un bâtiment et d'également aider à l'exécution de ce bâtiment. Un architecte, c'est un penseur. Un architecte, c'est un artiste. Il s'assoit quelque part dans sa chambre, il conçoit quelque chose, il met sur un papier et ensuite il va vers la personne qui est à même de réaliser ce projet, du moins de financer d'une part, également de réaliser d'autres. Il travaille avec tous ces experts pour aller à la réalisation donc de ce bâtiment. Et il faut dire que cette journée est importante dans notre pays. Pourquoi? Parce que le Gabon, naturellement, est un pays très urbanisé. Il est très urbanisé parce que la majorité de sa population, sinon 90%, vit en zone urbaine. Ce qui crée donc beaucoup de problèmes, mais également beaucoup de solutions. J'espère qu'ensemble, aujourd'hui, on va pouvoir parler de tous ces aspects, mais le logement joue un rôle crucial dans la vie quotidienne de nos populations. D'accord, mais quelle est l'importance de l'architecture et quel lien existe-t-il entre l'architecture et la culture? Et la culture. Très bien. Merci. Alors, je voulais revenir un tout petit peu pour dire que chaque premier lundi du mois d'octobre, l'ONU a déclaré ce jour comme la journée de l'habitat. Il vous souviendra que l'année dernière et les années antérieures d'ailleurs, le Gabon a toujours célébré cette journée de l'habitat. D'où l'importance du logement que je précisais tout à l'heure. Maintenant, il existe une union, l'Union internationale des architectes, qui colle avec cette journée, la journée internationale de l'architecture. Parce que lorsqu'on parle de l'habitat, on parle des habitations, on parle du logement. Et les acteurs principaux dans ce domaine sont tout naturellement les architectes. Alors, ces architectes, en réalité, effectivement, comme vous l'avez précisé, ont un rôle à jouer avec la culture aussi. Parce que dans un habitat, dans votre maison, lorsque vous ne la mettez pas à l'image de vous-même, de votre culture, et que vous vous retrouvez donc style européen, style américain, comme on aime bien appeler nos bachelors aujourd'hui, donc des appartements où on préfère vivre, vous perdez quelque part une valeur qui pourrait naturellement vous aider à mieux réfléchir, à mieux dormir, parce que c'est ça l'habitat, c'est ça l'endroit où on se retrouve. Et donc il est important, pendant ces journées, de également mener des campagnes de sensibilisation pour appeler le grand nombre à pouvoir intégrer la culture, l'aspect culturel dans l'élaboration et l'exécution de ces logements ou ces habitats. D'accord. À quel moment intervient la notion d'urbanisme? Est-ce que c'est un mélange de plusieurs habitations construites par des architectes ou comment est-ce qu'on pourrait définir la notion d'urbanisme dans ce contexte-là? Alors ça, c'est une très belle question et d'autant plus que nous sommes suivis par beaucoup de Gabonais, ils pourront désormais faire cette différence. Alors, un urbaniste est un professionnel de l'espace. Lui, il conçoit et il aide à l'exécution de l'espace. Il regarde donc à une échelle beaucoup plus grande que l'architecte que j'ai défini tout à l'heure, et lui aide donc à la réalisation de ces zones d'habitation. Maintenant, lorsqu'on arrive à une échelle un peu plus petite, l'architecte, lui, va se focaliser sur cet habitat, ce bâtiment, et lui va concevoir
comment devrait être le bâtiment, va aider à l'exécution de ce bâtiment. Que ça soit les urbanistes, que ça soit les architectes, et il y a également des architectes urbanistes, parce que comme vous le voyez, c'est lié, c'est la conception, c'est la réalisation, mais tous deux, juste à une échelle plus élevée et plus grande, ils travaillent ensemble. Et ils travaillent également avec beaucoup d'autres professionnels, les maçons, les charpentiers et tous les autres qui aident naturellement à la réalisation, mais aussi les collectivités locales et le gouvernement qui aident aux politiques qui mènent ou qui aident à élaborer voilà ces aménagements. Alors le paysagiste, il intervient à quel moment? Parce qu'on a l'impression aussi que l'urbaniste finalement peut être paysagiste. Oui. Donc à quel moment? En effet. Alors, le paysagiste, lui, intervient dans les différenciations d'espaces. Il y a ce que l'on appelle les espaces publics et il y a ce qu'on appelle les espaces privés. Souvenez-vous, l'urbaniste, lui, conçoit l'espace en général. Il est comme un médecin généraliste. Et lorsque vous devenez un paysagiste, vous vous focalisez beaucoup plus sur ces espaces publics ou les espaces verts. Vous êtes là donc pour concevoir en particulier, et il y a quelque chose avec la spécialisation, c'est que vous, au-delà de l'urbaniste généraliste, vous êtes à même de pouvoir ressortir quelque chose de beaucoup plus pointu. Vous êtes à même de pouvoir faire des analyses beaucoup plus poussées parce que vous comprenez le mouvement des populations et vous comprenez ce qu'ils ont besoin dans un espace pour pouvoir se relaxer, pour pouvoir prendre du bon temps. Et là, vous concevez donc ces espaces verts, ces zones où les uns et les autres pourraient admirer également, parce que le paysagiste, c'est celui également qui conçoit. Vous voyez sur la voie express, tous les jolis fleurs, arbres les qui sont là, les fleurs et autres. Vous voyez également en face de Jean Bory cet endroit bien aménagé où beaucoup de mariés viennent prendre des photos. Là, c'est l'urbaniste paysagiste ou l'architecte paysagiste aussi. D'accord. Mais quel est, par exemple, le profil qu'il faut avoir pour faire des études de paysagiste? Il faut un bac D, un bac C. Est-ce que ceux qui sont, par exemple, à ce supermarché qui n'est pas très loin de groupe Gabon Télévision, qui sont régulièrement là à nous vendre des fleurs, on peut les considérer comme des paysagistes ou c'est juste des fleuristes? Alors, eux, ils sont juste des fleuristes. Ah, et il faut dire en entrée de jeu que nous avons remarqué quelque chose, nous les professionnels du métier, qu'au Gabon, tout le monde se substitue en architecte, en urbaniste. Si quelqu'un a un grand domaine, alors il fait venir un caterpillar, il fait des divisions, il vend. Non, ça c'est le travail d'un urbaniste. C'est lui qui aménage l'espace quand il est grand. Quand quelqu'un a un petit terrain quelque part, allez, il vient, il crée son plan et puis voilà, il se lance dans l'autoconstruction. Il se prend pour un architecte. Non, il y a également des normes qui vont avec la construction d'un habitat. Alors, pour continuer, il faut comprendre que on se retrouve aujourd'hui dans un monde où il y a beaucoup de personnes s'approprient beaucoup de choses. C'est parce que le monde est devenu flexible. Il y a Internet, on a accès aux informations. Facilement, on peut Google quelque chose. Facilement, on peut faire un tutoriel. C'est bien. On n'est pas contre ça. C'est bien pour l'émancipation de l'humanité. C'est bien pour les individus que nous sommes que d'être généralistes en soi. Mais lorsqu'il s'agit de pouvoir développer un pays, parce que l'habitat est le vecteur naturel de la croissance économique d'un pays. S'il n'y a pas cette capacité d'absorption de cette économie dans un habitat, on ne pourrait pas parler de croissance économique ou de développement dans un pays. C'est pour cela, dans les pays développés, vous remarquerez qu'il y a également des habitations décentes. Il y a également une architecture très belle parce que c'est là même l'expression de la croissance de ce pays. Et lorsque on permet à n'importe qui de se lancer comme ça dans la conception de nos villes, on finit par se retrouver dans un habitat précaire et on finit par se retrouver dans une ville anarchique. Et ça, c'est quelque chose que nous sommes contre. C'est quelque chose que nous nous battons au quotidien pour que désormais il y ait des lois fortes, il y ait des administrations fortes capables d'impulser cette nouvelle mentalité.
Mais qui soit aussi accessible à toutes les bourses, parce que les prix des architectes, il faut le reconnaître, ce sont des sommes quand même énormes, colossales. C'est ça, alors que mon frère maçon quartier de bière, j'ai répondu à il me tourne. Je ne te permets pas. En même temps, il est 4 heures, en même temps, Mais ta misère. il est aussi dans la maçonnerie. Donc, on est obligé de faire recours avec à lui, la ça va main vite. accessible, et les architectes vont nous faire des devis qui vont Et la parfois main d'œuvre au-delà, qui vont au-delà même des moyens que nous avons. Est-ce que parfois l'inaccessibilité des architectes ne devrait pas faire école ou encore permettre à ce que vous qui êtes dans le domaine un peu du humanisme, de paysagisme, menez quand même des conférences, des symposiums pour revoir un peu de temps en temps vos coûts. Que tout le monde puisse, celui qui nous regarde là à pleine oreille, puisse s'offrir les services d'un architecte. Je suis d'accord avec vous sur les coûts exorbitants des spécialistes, des experts. Et c'est quelque chose de naturel. Lorsque vous allez voir un spécialiste cardiologue, vous n'allez pas espérer payer le même montant que lorsque vous allez voir un généraliste. Vous voulez un travail bien fait, alors il faudrait payer le prix pour cela. Mais j'ai envie de dire que il y a des moyens de pouvoir accompagner la population dans ce genre de cas. Dans beaucoup de pays du monde, et c'est ce que nous voulons également pour notre pays, le Gabon, il existe des plans déjà établis pour des zones spécifiques. Alors, vous achèterez donc des terres déjà viabilisées, c'est-à-dire il y a déjà des adductions en eau, en électricité et autres, et auprès des municipalités, vous pouvez recueillir le plan que vous allez construire, qui est un plan que vous pourrez adapter, mais sans pour autant changer la base des choses. Alors, quand on régule l'évolution de nos villes de cette manière, désormais, on n'a plus besoin forcément de rechercher les spécialistes, parce qu'ils sont employés par l'État, et surtout un pays comme le Gabon, où on n'est pas très nombreux. Les spécialistes peuvent être au service de l'État, produire ces plans, produire tout ce qui sera nécessaire à l'autoconstruction pour que le Gabonais rentre facilement en possession, de cette expertise sans payer un coût trop fort, et puisse être en mesure de mettre cela en exécution, bien sûr sur la surveillance de l'État. Et il existe dans notre pays une brigade spéciale de l'urbanisme qui malheureusement n'a pas été très en vue. Nous on découvre avec vous qu'il y a même une brigade. Oui, parce que quand on regarde Kingele chez moi à Pien Street là-bas, je pense pas que la brigade existait. Elle existe, elle est bien là. C'est juste qu'il faut la remettre en marche, et il faut remettre les mécanismes pour qu'elle puisse fonctionner convenablement. Moi, la question, si tu me permets, s'il te plaît, laisse d'abord un peu les paysagistes. Ça, c'est des conseils que vous nous donnez que vous donnez à ces personnes qui voudraient débuter. Mais pour nous qui avons déjà effectué ces constructions dites anarchiques, comment est-ce que vous pourrez voir l'amélioration de notre espace de vie? Parce que moi, je me suis toujours posé la question de savoir, oui, c'est bien de songer à construire un Libreville 2, mais comment améliorer le Libreville 1 dans lequel on vit depuis des années, où c'est des pistes et des pistes pour arriver chez nous? Est-ce qu'il faudrait casser? Qu'est-ce que vous proposerez comme solution pour que les choses soient différentes dans nos quartiers? Un candidat, Libreville 2. Un candidat. Alors, Libreville 2 est nécessaire, et ça, c'est quelque chose pour lequel nous militons. Il faudra, à un moment donné, que l'on puisse créer une toute nouvelle ville et mettre en place les normes nécessaires pour l'expansion, de cette ville-là. Alors, pour revenir à la réhabilitation de Libreville 1, ou ce que d'autres appellent le Grand Libreville, mais que nous appelons l'agglomération de Libreville, il y a des techniques désormais qui existent. Vous êtes d'accord avec moi qu'il existe désormais des drones qui sont capables de faire du mapping, c'est-à-dire de ressortir comme ça des orthophotos de ces zones. Alors, ce qu'il faut faire, c'est simplement pour récupérer des images ou des plans de Libreville à l'état actuel, faire un état des lieux, et c'est ce que disait d'ailleurs le Premier ministre, un état de lieux, on commence toujours par là, et ensuite on peut s'asseoir avec les spécialistes et dire, bon, voici l'état de lieux, est-ce qu'on peut pas faire comme ça, comme ça, comme ça, et même là, il existe de nos jours des softwares, donc ce sont des logiciels d'intelligence artificielle qu'on pourrait intégrer dans des machines
bien sûr des super ordinateurs, qui pourraient ressortir des voix et minimiser les cassures, c'est-à-dire l'impact de plus de personnes. Alors donc toutes ces technologies existent. Il ne manque qu'à l'État de faire appel aux professionnels pour qu'ensemble, nous puissions mener à bien cette politique de réhabilitation. Également, je tiens à féliciter ici les ONG multiples dans plusieurs quartiers. Je suis en contact avec une ONG du côté de Mélène qui aide là où il y a également un grand désordre, mais également une autre ONG du côté de Kingele qui se battent tant bien que mal pour pouvoir améliorer leurs propres conditions de vie au quotidien, l'accès à l'eau et tout cela. Donc, ces ONG, nous devrons pouvoir travailler avec eux pour que eux également, ils ont un rôle spécial à jouer. Par exemple, excusez-moi, je vais prendre un exemple en Afrique du Sud, vu que c'est là où j'exerce. En Afrique du Sud, on a voulu faire un réaménagement d'une zone dans un quartier appelé Alexandra. C'est un township. Et les populations, parce que nous n'avions pas consulté les populations lors de la planification de réaménagement de cette zone, elles s'y sont opposés. Et pourtant, c'était pour leur bien. C'est pour ça, nous disons désormais en urbanisme qu'il est important de planifier avec le peuple, pour le peuple. Lorsqu'ils sont engagés dans dans la procédure, voilà, ils nous diront non, ici il y a la tombe de mon grand-père, la route ne peut jamais passer par là. Et là, tout de suite, on comprend que on ne peut pas faire autrement. On est en Afrique, on respecte les morts. Voilà, on va faire cette déviation. Mais lorsque nous nous permettons de faire des plans dans un cadre restreint et venir imposer à la population, il y aura non seulement des coûts élevés il y a ce mot m'échappe, lorsqu'on paye les personnes qu'on charge, des dédommagements, voilà, des déguerpissements, mais aussi il y aura un problème d'acceptation de cette nouvelle planification. D'accord. Pour revenir donc sur l'architecture, parce que on le sait, hein, je suis arrivée chez Florence, j'ai apprécié le plan de l'habitation de Florence, et puis je vais essayer de le reproduire, mais en apportant quelques modifications. Ça aussi, ça impacte finalement sur le paysage de la ville, du quartier. Finalement, en ce qui concerne donc cette architecture, quel est l'impact aussi que cela pourrait avoir au final? Parce que OK, on a parlé de l'habitat, de l'espace et autres, mais la construction même de cette maison qu'on va installer dans cette zone, est-ce que ça a aussi un impact? Absolument, cela a un impact. Lorsque l'on va dans une ville, ce que l'on veut recueillir en réalité, pour ceux qui voyagent beaucoup, hein, comme moi et certainement Jaurès, on veut pouvoir recueillir l'âme de la ville, parce qu'une ville dégage un aura. Et lorsque l'on se retrouve à Libreville, malheureusement, on a du mal à cerner. Est-ce que c'est une ville européenne? Parce que lorsqu'on est au centre-ville, hein, c'est un peu le modèle européen. Après, on va un peu, est-ce que c'est pas les favelas du Brésil? Parce que là, on est sur les collines, ainsi de suite. Et on va là-bas, on se rend compte que, mais est-ce que c'est pas les townships de l'Afrique du Sud? Alors, il faudrait pouvoir ressortir la caractéristique j'ai envie de dire, la gabonitude, le Gabon. Il faudrait qu'on revoie la culture que vous parliez tout à l'heure dans notre architecture. Et pour cela, il n'est pas question de prendre le plan de quelqu'un, de dire moi je vais modifier comme ça pour que voilà je puisse avoir ce que je veux. Il est question pas également d'homogénéiser l'espace, parce que lorsque on se retrouve également dans un espace où tout est homogène, toutes les maisons se ressemblent, ça donne pas un plaisir esthétique, donc on n'apprécie pas ce que l'on voit. Il faudrait cette hétérogénéité, mais tout en respectant un certain nombre de normes, des normes internationales qui existent, et il faudrait également qu'on ait des normes nationales, parce qu'on sait par exemple au Gabon où il faut creuser une fosse septique. On sait par exemple au Gabon qu'il faut pas manquer d'avoir une bassine à laver là quelque part dans la maison, parce que nous on n'utilise pas les machines. Ce ne sont nos coutumes, on a notre manière de faire les choses. Il faut que les enfants ne dorment pas dans la chambre des parents, ainsi de suite. Il faudrait qu'à l'intérieur de la pièce, voilà, le salon où on reçoit les invités ne doit pas être le même où les enfants sont, parce qu'on connaît un peu notre culture, notre manière de fonctionner. Donc tout cela doit être internalisé dans un manuel national, tout en respectant les normes internationales, et on pourra arriver donc à un paysage appréciable. Et lorsque les gens viendront, ils diront oui, j'ai ressenti le Gabon
Gabon dans les rues, j'ai ressenti le Gabon dans l'architecture. Ça veut dire que on n'a pas, c'est un début déjà d'avoir une zone telle que la Sablière où on dit que ce sont des constructions plus ou moins chic. On a des zones comme les Akébé où on sait que c'est plutôt à marcher, etc. Donc une certaine identité quand même qu'on reconnaît à certaines zones. C'est déjà un début. Et c'est d'ailleurs très bien. Mais il faudrait que ça soit en respectant les normes, voilà. Pour tous les quartiers, parce que ce que vous dites, moi je me reconnais un peu bon, je ne voyage pas autant que j'aurais c'est doux, mais en regardant à la télévision un pays, par exemple, comme le Nigeria, je vois que souvent, les secteurs ou les quartiers sont reconnaissables parce que les constructions sont pratiquement toutes les mêmes. On va voir le même style de toiture, on va voir la même couleur de toiture. Est-ce que c'est vers ce genre de petits détails là qu'on devrait aller pour l'avenir? Exactement, c'est ce dont on a besoin pour également faire la différence. On veut pas qu'il y ait une différence de classe sociale, et ça il faudrait que je précise. On ne veut pas des belles maisons ici, des maisons moyennes ici et des maisons. Non, il faut une mixité. Il faut une mixité des classes sociales. Et je vais peut-être faire un peu d'histoire ici. Il y a un grand urbaniste architecte en France qui s'appelait Haussmann. Et Haussmann a été l'auteur, sinon le concepteur de Paris d'aujourd'hui. Et c'était aux sorties, voilà, d'une période où Paris ne ressemblait à rien. Ça sentait mauvais, c'était une ville où personne ne voulait être, il y avait des rats et ça créait des problèmes de maladies, ainsi de suite. Alors quand Haussmann vient et qu'il conçoit le nouveau Paris, il s'assure qu'il y ait une mixité des classes sociales. Il s'assure qu'il y ait un paysage qui soit propre à certaines zones, mais également qu'il y ait une fluidité entre les zones, parce que c'est là aussi le problème. Lorsque vous avez une zone qui est placée dans excentrée, donc elle est très éloignée d'une autre parce que bon là-bas c'est les riches et de l'autre côté c'est les pauvres, ça crée des tensions. Et vous allez voir après un certain temps, ceux qui sont dans les zones pauvres iront voler chez ceux qui sont chez les riches et il y aura des bagarres tout le temps, ainsi de suite. Donc il faut pouvoir avoir au centre-ville même où il y a la demande de la main-d'œuvre des fonctionnaires, quelques cités des fonctionnaires quelque part. Il faut pouvoir avoir également près de la présidence quelques cités pour les hauts cadres. Il faut pouvoir avoir quelques matiti aussi. Voilà, pour des personnes de classe sociale variée, mais dans un même environnement. Comme on a fait avec les logements sociaux de la cité Amissa là-bas. Amissa, en Gondje. Oui, Amissa, c'est Alhambra, c'est ça? Non, oui, il y a Alhambra, oui. Alhambra, oui. Oui, exact. Alors, je vais pas commenter sur ça. Bon, on va refermer cette parenthèse de commentaire. Par contre, je vais revenir sur le paysage. Je vais revenir sur ce corps de métier là. Est-ce que concrètement aujourd'hui, vous abordez cette casquette de paysagiste par défaut ou en amont, vous avez eu la peine, par exemple, d'avoir des conseils, des aînés, des spécialistes dans ce domaine-là? Et quel est votre regard de ce corps de métier au Gabon, lorsque vous essayez de faire une comparaison entre l'Afrique du Sud et le Gabon? D'accord. Alors, je porte la casquette de paysagiste, c'est par une formation. J'ai fait une formation en urbanisme, naturellement, et j'étends un tout petit peu pour avoir également la casquette de paysagiste, parce que je m'intéresse, au paysage, je m'intéresse à la verdure, à l'écosystème, à l'environnement. Et lorsque l'on est un paysagiste, on a pour devoir que d'accompagner l'évolution des villes par une vue esthétique, par une touche, j'ai envie de dire féminine. Alors, je sais pas comment utiliser les bonnes expressions, mais il faut savoir que la femme représente la beauté. La femme représente cet être qui est à même de pouvoir décorer, de pouvoir améliorer. C'est le sensationnel, c'est l'attractivité. Et voilà, vous parliez tout à l'heure de
de la petite amie. On va pas vous donner l'opportunité d'y revenir. Merci beaucoup, monsieur Les mots commençaient à couler là. Alors c'est également voilà de mettre cette touche spéciale parce que l'architecture peut également être un peu dure, peut également être rigide et uniforme et vous n'allez pas forcément apprécier ce que vous allez voir. Pas parce que c'est vilain, mais parce que votre œil est habitué à certaines couleurs et autres. Et un paysager, c'est celui-là donc qui harmonise, qui embellit la ville. Est-ce que tout cela est encadré, par exemple, par une charte? Pour qu'après, là je prends le cas d'espèce de l'Afrique du Sud, on considère que là-bas c'est quand même assez développé, assez structuré. Est-ce qu'il y a une charte qui permet comme ça de définir les propositions qui devraient être faites par les architectes et les urbanistes pour que ça soit en synchro avec la culture, l'état d'esprit des Sud-Africains, pour qu'après qu'il n'y ait pas une forme d'architecture modèle italien, allemand, tout ce qui s'ensuit? Et vous faites bien de terminer par là parce que le cadre juridique est même le socle du travail que nous faisons. S'il n'y a pas un cadre pour accompagner notre esprit, on va aller dans tous les sens. Parce que lorsqu'on pense, voilà, on peut également s'adonner à des pensées folles. Et lorsqu'il y a un cadre, on se permet voilà de suivre. Il existe en Afrique du Sud, comme au Gabon d'ailleurs, et vous serez surpris, des cadres. Le schéma directeur d'aménagement urbain, c'est un document qui existe, peut-être pas promulgué, mais qui a été défini. Et en ce moment, il y a en conception un code de l'urbanisme et de l'habitat pour notre pays. Et là encore, il y a même beaucoup plus de détails dans le type de matériaux qu'il faudrait utiliser et tout cela. C'est juste que nous avons accusé un petit retard dû à un manque de volonté politique. Et ça, on peut le dire aujourd'hui désormais. Il y a aussi peut-être un peu d'incivisme aussi des citoyens. Voilà. Il y a aussi l'incivisme de certains de compatriotes. L'incivisme, absolument. Mais lorsque l'on n'a pas ce cadre, bon, à quoi peut-on se référer? Surtout que le Gabonais n'a pas voyagé énormément jusqu'à récemment. Il était difficile de voir un Gabonais à l'étranger, au Japon, comme ça. Mais aujourd'hui, on peut voyager et on découvre et on se rend compte que on a accusé un retard dans le développement. Et c'est pour cela nous encourageons les autorités, notamment les autorités du CTRI, de la transition, le nouveau ministre de l'habitat, de l'urbanisme et du cadastre, qui est un monsieur, ma foi, qui me semble très méthodique, très structuré dans sa manière de faire les choses, de pouvoir mettre en place ne serait-ce que ce cadre. Lorsque le cadre y est, le reste va couler. Mais il faudrait également que les populations comprennent que vous n'êtes pas tous des urbanistes ou des architectes ou des paysagistes. Laissez les professionnels faire leur travail. L'État conçoit, ou du moins crée le cadre, les professionnels conçoivent et vous aident à l'application ou vous aide à l'implémentation de ces politiques. Alors, il y a quelqu'un qui réagit. L'architecture, une science ou une discipline au service des nantis finalement. Nous autres pauvres avons juste besoin d'un toit au-dessus de la tête et formons parfois les portes et fenêtres de nos chantiers inachevés pour échapper à la location. On revient encore sur cet aspect finalement. Ouais, non, il faut avoir accès. C'est cela. On veut juste avoir un toit et sortir de la location. Donc on regarde pas forcément tous les paramètres que vous évoquez. Je comprends et ça me peine de voir l'internaute réagir de cette manière parce que c'est une réalité en même temps et c'est de la responsabilité de l'État. Je reviens à l'État. C'est la responsabilité de l'État d'accompagner. Vous savez, on a mis en place une mercurielle parce que on s'est rendu compte de la vie chère. Et c'est de la même manière que devrait fonctionner l'État, même dans le domaine de l'habitat. Il faudrait pouvoir mettre en place un cadrage, des plans, déjà préconçus, un cadre où même lorsque l'on s'aventurerait dans la conception de sa propre maison, qu'il y ait au moins un respect de certaines normes, un canevas. Et je ne dirais pas que l'architecture n'est que pour des nantis. Non, l'architecture doit être l'apanage de tous, doit être à la poche de tout un chacun. Et cela est possible lorsque l'État met également la main à la pâte et travaille avec nous, les professionnels. D'accord. On va terminer dans quelques minutes seulement. Un mot aussi sur finalement la thématique retenue pour cette année 2023 en ce qui concerne donc cette journée mondiale de l'architecture.
action climatique et architecture. Action climatique et architecture, absolument, parce que vous savez, comme moi, que nous sommes dans une période où il y a des changements climatiques énormes. Récemment, 2 semaines, sinon une, en Afrique du Sud, à Cape Town, il y a eu une inondation, levée d'océan, et qui a causé une inondation très forte, où des personnes ont même perdu la vie. Également, nous avons vu au Maroc le tremblement de terre, catastrophe naturelle qui a causé énormément de déboires. À New York, on parle également d'inondation. C'est partout dans le monde comme ça. En Libye également. Et voilà. On a connu d'ailleurs dans notre pays, au Moyen-Ogooué, des inondations, des glissements de terre dans les PK. Les catastrophes naturelles sont là. On peut plus rien faire. On a détruit notre environnement. On doit assumer. Alors, lorsqu'il faut assumer, il faut mettre en place non seulement des politiques d'accompagnement, comme j'ai vu les autorités du CTRI, mais également mettre des politiques d'avertissement, des politiques de prévention. Parce qu'on accompagne ceux qui sont déjà qui ont déjà subi la catastrophe, mais c'est encore mieux de prévenir cette catastrophe pour pouvoir mettre les personnes à l'abri du danger, parce que les personnes perdent la vie finalement. Et donc la thématique de cette année, c'est de pouvoir attirer l'attention des décideurs, parce que en réalité, on peut parler, mais il y a qu'une seule force, c'est l'État. C'est l'État qui met en place. Et quand je parle de l'État, je parle pas de nous tous, parce que il y a également le sens figuré de l'État. Nous sommes l'État, bien sûr. Je suis d'accord avec cela. Je suis le premier à dire qu'est-ce que toi tu proposes pour ton pays. Mais après, quand tu as fini de proposer, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui acquiesce, quelqu'un qui est d'accord avec ce que tu dis et qui est capable de pouvoir débloquer une certaine somme pour que cela soit appliqué. On parle également cette année de résilience, d'économie résiliente. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que avec la crise de Covid-19 en particulier, des villes ont subi des forts déclins économiques. Et les villes sont les moteurs de la croissance aujourd'hui, du développement. Parce que, comme nous l'avons dit un peu plus tôt, les villes concentrent la population. Et lorsque cette population est endommagée par les crises, les catastrophes et autres, elle ne saurait accompagner le monde dans son évolution. C'est pour cela il faut désormais des mécanismes d'adaptation, pouvoir recevoir un choc, être flexible pour s'y adapter, mais également en tirer des leçons positives pour que désormais, lorsque ce même choc viendra, on sera à même de tranquillement l'éviter. Je vais terminer avec un autre point. On parle également de durabilité désormais. Parce que on ne va plus planifier, on ne va plus mettre en place des conceptions qui nous satisfait nous, sans penser aux générations futures. Et le concept de durabilité, c'est de pouvoir également penser à ceux qui viendront demain après nous. On voit qu'aujourd'hui, il y a la technologie qui évolue. Il faut donc l'incorporer dans notre planification pour que même si nous ne sommes pas très techniques en ce qui concerne la technologie, les WhatsApp, les drones et autres, nos enfants qui s'y adonnent dès le plus bas âge devront être en mesure de bénéficier des villes intelligentes où il y a des capteurs et où on n'a plus besoin forcément d'appeler une ambulance lorsqu'il y a un accident, parce qu'un capteur aura écouté le choc, aura appelé l'ambulance qui sera venue à temps et déjà il y aura eu une note qui sera adressée quelque part. Donc vous voyez, toute une ville futuriste. Voilà. D'accord. On vous invite à regarder quelques-unes de ces images architecturales qui défilent sur l'écran. Et peut-être les commenter, parce que bien souvent dans la conscience collective, lorsqu'on parle d'architecture, on a l'impression que ça doit être des monuments extraordinaires tels que c'est présenté là sur ces images, des monuments anciens ou vraiment des monuments comme ces immeubles-là, par exemple. Exactement. On peut se permettre de rêver cela pour le Gabon, ou est-ce que aussi l'architecture ne renvoie qu'à ce type de construction? Ah ben non, et ça ne devrait d'ailleurs pas renvoyer à ce type de construction, parce que ça, c'est pas le Gabon. En effet. Ne rêvons pas d'être la Chine, ne rêvons pas d'être le Royaume-Uni, nous sommes le Gabon. Et nous avons au Gabon nos rites, nos
nos coutumes, notre culture, nous avons notre manière de voir la vie, les choses que nous apprécions. Nous avons, par exemple, au Gabon, la culture de Mami Wata. Je dis ça comme ça. On devrait avoir un bâtiment à l'effigie de Mami Wata. Oui, quelque chose du genre. Quelque chose du genre, voilà, qui célèbre du moins la reine des eaux, quelque chose qui met en valeur cette reine-là, cette beauté. Mais pas très loin. Quand je vois le ministère des eaux et forêts juste à côté là, moi j'aime bien ce modèle-là. Vous voyez avec le bois également, parce que nous avons le Koumé, nous sommes à 88% recouverts de forêt. Il faudrait mettre cela en exergue lorsque nous concevons notre habitat, lorsque nous développons nos villes. Et l'architecte gabonais ne doit pas s'approprier que des concepts ou des normes internationales, mais il doit également s'accaparer de sa culture pour pouvoir la mettre en valeur. Peut-être revenir, si Flora me le permet, sur la journée mondiale de l'habitat. Vous avez organisé une conférence d'échange, de partage. Peut-être revenir sur la thématique et les différents points qui ont été abordés lors de cette rencontre-là. D'accord. Alors la journée d'hier, qui est le premier lundi du mois d'octobre, donc journée internationale de l'habitat, a été une journée très chargée pour tous les urbanistes, et tous les architectes aussi, et tous ceux qui sont dans le secteur du bâtiment, de l'habitat, parce que c'est là la journée qui nous est donnée de pouvoir nous exprimer, de pouvoir collaborer, de pouvoir penser. Et hier, nous avons donc tenu sur Twitter un live, également sur Facebook, nous avons eu 2 lives. Un sur Facebook à partir de 18h, vous pouvez également aller regarder, c'est sur la page Association des urbanistes du Gabon. Nous avons eu un professionnel, le docteur Manfumbi, qui a été directeur général de la direction de l'habitat et également conseiller de ministre de l'habitat. Il a partagé énormément de son point de vue, de son expérience sur le Gabon et son habitat et comment on peut l'améliorer, ainsi de suite. Ensuite, en soirée, nous avons eu le temps de discuter à partir de 20h sur Twitter Space avec les jeunes cette fois-ci, Prospective, la plateforme Prospective, le TikTok Prospective, où nous avons Jordan Okana. Voilà, de Jordan Okana, que nous saluons d'ailleurs au passage. Notre chroniqueur. Où nous avons pu désormais, vous voyez, ça a été bien, parce que le matin, nous avons regardé aux réalités avec un papa, un vieux qui exerce et qui nous parle du présent. Qui nous parle du présent. Et ensuite, en soirée, c'était beaucoup plus les jeunes et nous avons parlé du futur, les villes résilientes du futur, comment adapter avec l'économie et comment l'adapter avec, nous avons parlé de urban farming, donc l'agriculture urbaine, l'entrepreneuriat des jeunes, peut-être juste dire un mot là que j'ai partagé avec les jeunes hier. On parle de problèmes de chômage dans notre pays et de problèmes d'insuffisance alimentaire qui devient criard lorsque l'on dépense plus de 500 milliards de francs CFA par an pour pouvoir avoir la nourriture tous les jours dans nos plats. Et cela doit interpeller le jeune Gabonais, parce que d'abord, il est en majorité dans notre espace, les Gabonais représentent plus de 60% de la population, mais aussi parce que il est au chômage. Lorsque tu es au chômage, tu n'attends pas que quelqu'un te tende forcément à la pêche. Tu regardes quelle est la difficulté actuelle de notre pays. L'une des difficultés que nous rencontrons, c'est le problème agricole. Il n'y a personne dans nos campagnes pour pouvoir semer, pour qu'on ait assez de nourriture. Et il existe désormais des techniques agricoles urbaines. Vous allez remarquer dans certains pays, on utilise les toitures des grands bâtiments pour pouvoir faire une certaine culture. On utilise le derrière des maisons pour pouvoir faire une culture de subsistance. Il faudrait pouvoir accompagner comme cela notre évolution ou notre développement par ce type d'entrepreneuriat qui fera que désormais, lorsque l'on cherche la tomate, le piment, la laitue, on n'a pas forcément besoin d'importer cela, alors que ce sont des choses qui poussent en 2 semaines lorsque vous utilisez les techniques d'agroponics ou d'aquaponics. Est-ce que ce serait pas judicieux en amont de mettre en place un cadre? Parce qu'il y a le phénomène de l'exode rural, et cet exode rural est dû entre autres à cette avalanche de chômage. Il y a des infrastructures parfois qui n'existent pas dans certaines localités, notamment les universités, des écoles, des lycées. Donc du coup, beaucoup de familles trouvent qu'en fait, il serait plus opportun de rester sur place, mais plutôt de venir
à Libreville, ici, là, au capital, est-ce qu'il serait pas judicieux déjà en amont, avant de mettre en musique tout ce que vous avez énuméré comme élément très important pour, déjà, mettre en harmonie l'autosuffisance alimentaire et avoir la capacité comme ça de freiner, je veux dire, l'importation de tout ce qui est en rapport avec les produits alimentaires? Alors, parlons d'abord d'exode rural et du fait que le Gabon soit urbanisé à plus de 90%. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de négatif en soi. Il y a des pays comme Singapour où c'est 100%, il y a personne au village, c'est 100%, tout le monde est en ville et dans des villes. Et beaucoup de pays comme ça où il y a 99%, 98% des personnes vivent dans les villes. Donc là, c'est bon. Et cela nous aide également au taux d'alphabétisation et beaucoup d'autres opportunités. Alors, pour avoir une ville qui désormais peut répondre à sa demande alimentaire, puisque c'est de ce dont nous parlons, il est important peut-être pas de créer un cadre juridique ou légal, mais d'implémenter une mentalité depuis les plus jeunes. Dans beaucoup de pays, à l'instar de l'Afrique du Sud, lorsque vous êtes en école primaire, il y a des activités agricoles. Les enfants s'adonnent déjà à l'agriculture. Il y a des petits champs et à chaque fois, non seulement on vous enseigne sur les plantes, mais on vous amène à planter, voir la tomate, voir les laitues, comment ça pousse, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsque l'on grandit, on arrive à l'université, on ne doit pas pouvoir laisser cela. Non, on continue. Il faut une continuité. Il faut également l'agriculture universitaire. Vous avez un jardin universitaire où ceux qui font agronomie, ceux qui font ceci ou cela peuvent également exercer, ainsi de suite. Et cela fera que lorsque vous serez un professionnel, vous aurez toujours un petit jardin derrière, vous êtes habitué, vous aurez toujours une petite culture. Et c'est beau de vivre avec les plantes parce que ça nous permet de mieux respirer, ça nous permet d'apprécier la patience de la vie. Lorsqu'on voit la plante grandir petit à petit, on comprend que non, moi je vais pas devenir riche du jour au lendemain. Il faut bien qu'il y ait un temps pour que les choses soient belles et qu'elles mûrissent. Il y a un projet d'ailleurs dans ce sens-là à l'enceinte de l'université Omar Bongo, vous vous rappelez, il y avait un sujet sur lequel on avait traité sur le plateau de Samba à la matinale où les autorités de l'université Omar Bongo, avec bien évidemment le CNU, sont en train de voir dans quelle mesure ils pourront accompagner les agripreneurs, donc permettre aux jeunes étudiants d'avoir des espaces au sein de l'université et pratiquer comme ça leur activité génératrice de revenus. Il y a des réflexions vraiment dans ce sens. Oui, parce que les jeunes se plaignent également que les semences coûtent cher et tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un petit jardin, un peu d'agriculture, ça coûte excessivement cher. Et là encore, on a besoin de l'État pour pouvoir réguler ce secteur et améliorer les conditions d'appropriation, voilà, de tous ces outils-là. Je tiens également à féliciter parce que j'ai suivi en interview de DHL qui est parti dans sa responsabilité sociétale à l'école Nelson Mandela et ils ont aidé les enfants à planter des arbres dans l'enceinte de l'école. Voilà les initiatives que nous avons besoin pour pouvoir avoir une ville belle, une ville propre, un paysage qui donne le goût, comme on dit chez nous. D'accord. Allez, on arrive au terme de notre échange. Le mot de la fin, peut-être on va revenir sur quelques pistes de solutions que vous proposez comme ça en ce qui concerne donc l'architecture, le paysage et l'urbanisme au Gabon. Alors, mon mot de fin sera de demander aux autorités, tout naturellement, de continuer de travailler avec leurs professionnels. Vous avez envoyé des Gabonais à l'étranger, dans les pays des Blancs. Et qui sont de retour de l'Afrique du Sud. Ils sont de retour. Ils ont besoin de travailler avec vous. Ils ont besoin d'apporter cette expertise qu'ils ont acquérie dans les pays des autres pour que également notre pays soit digne d'envie. Et c'est pour cela nous disons aux autorités, nous n'avons plus forcément besoin d'aller chercher l'expertise à l'extérieur. Nous sommes un pays mûr maintenant. Nous avons fêté 63 ans d'indépendance. C'est le moment de travailler avec les Gabonais. Et pour que nous puissions mettre en place ces politiques. Je rappelle que je suis également le vice-président de l'association des urbanistes du Gabon, une association qui en son sein rassemble un peu plus de 100 professionnels gabonais, des jeunes en majorité, mais également ceux qui ont déjà fait leur classe dans ce pays. Nous sommes ouverts à toute collaboration. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur Eliezer Moukou Bongo, avec qui on parlait de la Journée mondiale de l'architecture. On rappelle que vous êtes urbaniste et paysagiste également. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. On vous raccompagne avec